Le docteur et Yaz ne voyagent plus qu'à deux depuis quelques semaines maintenant. Elles enchaînent petits sauvetages, coups de main et périodes de repos bien méritées. Pourtant, c'est prisonnières que nous les retrouvons. Leurs vacances sur Xander 4 démarraient pourtant plutôt bien, jusqu'à ce que le docteur fourre son nez dans des affaires locales. Elles s'échappent, mais impossible de rejoindre le Tardis par une voie conventionnelle. Les transmats sont bloqués et l'extérieur de la cité est trop dangereux à parcourir à pied. Il faut passer par les airs. Saisissant un drone chasseur au vol, le docteur et Yaz se laissent porter au loin. Le drone ne se laisse pas faire et la fuite est mouvementée. Mais les deux amis s'apprêtent à rejoindre la terre ferme bien loin de la cité. Le docteur est soudain prise de vertige. Des pensées étrangères interfèrent avec ses propres pensées. Elle reconnaît sa propre voix, mais celle-ci mue. Petit à petit, c'est le timbre du docteur fugitif qu'elle distingue. Des bribes, des syllabes, des mots, une date, une chanson. Des paroles tout du moins, chantées par une voix étouffée. Désorientée, elle lâche tout. Heureusement, le sol n'était plus loin. Yaz l'aide à se relever et l'amène au Tardis. Le docteur reprend peu à peu ses esprits et marmonne les bribes qu'elle a entendues. Yaz les reconnaît. Son père, grand fan des Beatles, a suffisamment chanté Strawberry Fields Forever en sa présence pour qu'elle en repère la moindre note. Le docteur se souvient alors de la date qu'elle a entendue et en déduit que celle-ci doit être liée à la chanson. Le Tardis atterrit sur Smalley Avenue, à proximité de l'ancien foyer pour enfants de Strawberry Field à Liverpool. Il semble détecter d'étranges signes d'activité extraterrestre dans les parages, sans pour autant savoir déterminer exactement de quoi il s'agit. Alors qu'elles explorent les environs, elles font la rencontre de Dan, un plâtrier occupé à la rénovation d'une maison de Smalley Avenue, d'où semblent émaner quelques traces résiduelles d'un chamboulement temporel. Armé de trackers, le docteur enquête sur place avec l'aide de Dan, tandis que Yaz va explorer du côté de Strawberry Field. Mais elle est surprise quelques minutes plus tard par un Dan déboussolé. Le docteur s'est soudainement volatilisé. Yaz repère d'autres traces étranges sur le tracker provenant de la Liverpool Gallery. Une fois sur place, rien ne semble indiquer la présence du docteur, mais un tableau plus que mystérieux capte leur attention. Yaz et Dan sont témoins de curieuses interférences sur les smartphones, les écrans publicitaires. Quelques recherches sur Internet leur signalent un autre phénomène. Des œuvres d'art partageant toute une connexion avec le docteur font leur apparition dans divers musées et bibliothèques. Yaz et Dan suivent les différents indices sans savoir où ceux-ci les mèneront, mais ils ne sont pas les seuls à suivre cette piste. Un homme mystérieux nommé Vinder atterrit devant eux. Il recherche la fugitive pour le compte de la division, mais semble vouloir tenter une approche plus douce que celle de Gat et des Judoons. Il utilise son propre Tardis pour pister le docteur depuis les traces temporelles de Strawberry Field. Vinder informe Yaz et Dan que le docteur se trouve dans le passé, coincé sans Tardis. Celle-ci, équipée uniquement de son tracker et de son tournevis sonique, s'est arrangée pour envoyer des signaux destinés à activer son Tardis à distance, mais ne parvenant qu'à créer des interférences. Ceux-ci décident de lui faire confiance et embarquent avec lui pour rejoindre le docteur en 1928 dans une maison d'hôtes isolée en bord de mer à proximité de Liverpool. Le temps est morose et glacial. Plusieurs résidents séjournent sur place. Terrifiés, aucun ne semble vouloir rester, mais les routes vers Liverpool sont toutes obstruées par la neige. 3 résidents en particulier attirent l'attention de Yaz et Dan. L'autrice Virginia Woolf, son mari Léonard, ainsi que son amante Vita Sackville-West. Le docteur explique à Yaz, Dan et Vinder qu'elle a été transportée en 1928 par un ange pleureur chassant près de Strawberry Field. Elle a ensuite rejoint la maison d'hôtes en suivant de nouvelles traces sur son tracker. Au moins un autre ange se trouve dans les environs et celui-ci a déjà fait des victimes parmi les résidents. Vinder leur propose de fuir dans son Tardis, mais il est trop tard. L'ange se trouve derrière eux. Commence alors un jeu de cache-cache mortel. Du cosy de la maison, nos protagonistes affrontent la morsure de l'hiver, avant d'être acculés par l'ange en bord de falaise. Vite, tous au phare! Après avoir coincé l'ange en haut du phare grâce à la lampe réfléchissante de ce dernier, le docteur quitte Virginia Woolf, enfin inspiré pour écrire Orlando, l'histoire d'un lord vivant des siècles durant avant de devenir une lady. Le docteur souhaite retourner chercher son Tardis à Liverpool en 2021, mais Vinder en a décidé autrement. Il l'a aidée avec l'ange, et attend maintenant qu'elle retourne à la faveur en retrouvant la fugitive. Le docteur accepte, toujours tourmenté par ses visions sur Xander 4, et par les révélations de la matrice sur Gallifrey.
Elle configure le TARDIS de Vinder qui détecte la présence de la fugitive dans la galaxie Ursa Major 1. Nos 4 compères arrivent au beau milieu d'une bataille entre Routans et Sontarans, à proximité d'une lune minière. La fugitive a profité de ce décor apocalyptique pour se fondre dans la masse et disparaître parmi les colons terrifiés. Alors qu'une guerre spatiale a lieu au-dessus de leur tête, le docteur, Yaz et Dan traquent la fugitive, espérant la trouver avant Vinder. La fugitive leur glisse entre les doigts avant que le docteur et elle n'aient pu échanger plus de quelques mots. « Je touche au but », souffle-t-elle, avant de s'échapper dans son TARDIS. Vinder, bien que furieux, tient tout de même sa promesse et dépose le docteur Yaz et Dan à Strawberry Field avant de repartir sur la piste de la fugitive, non sans fournir au docteur un boîtier étrange connectant leur TARDIS au besoin. Mais l'équipe n'a pas le temps de souffler. Un vaisseau Sontaran fait son apparition au-dessus du port de Liverpool après avoir suivi la trajectoire empruntée par le TARDIS de Vinder. La bataille d'Ursa Major 1 est un échec. Mais les races belliqueuses que sont les Sontarans et les Rutans ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Leur prochain terrain de bataille, la Voie lactée, et plus précisément la Terre. Après avoir convaincu Sontarans et Rutans de concentrer leur combat dans une zone déserte de l'univers, et enfermer l'ange de Liverpool dans un ancien placard de la maison en travaux, enduit de peinture réfléchissante, et la porte recouverte avec soin par les talents de plâtrerie de Dan, le docteur remarque que le nouveau boîtier du TARDIS clignote frénétiquement. Vinder la contacte en urgence pour suivre une piste. Décollage immédiat à la poursuite de la fugitive. Et celle-ci ne se laisse pas faire et saute d'une époque à l'autre. La course-poursuite est endiablée, les TARDIS s'entrechoquent dans le Time Vortex. Celui de Dr. heurte celui de la fugitive dont les capteurs d'atterrissage d'urgence se déploient. Vinder les perd de vue, mais le docteur atterrit quelques jours après la fugitive, en novembre 1855, dans la vallée du Zambèze, en Afrique. Le docteur, Yaz et Dan tombent alors sur l'équipe de l'explorateur David Livingstone, peu de temps avant sa découverte de ce qu'il nommera les chutes Victoria. Et c'est près de ces chutes que le docteur retrouve la fugitive réparant son TARDIS. Depuis leur précédente rencontre, elle a découvert de nouvelles informations. Elle est désormais prête à en dévoiler plus au docteur. La fugitive a fui la division après avoir découvert qu'on la manipulait, lui faisant accomplir sous emprise mentale des missions allant à l'encontre des décisions du Haut Conseil gallifréen. Depuis qu'elle a retrouvé ses esprits au phare, elle a découvert que c'était pire que cela. La division avait plusieurs fois effacé complètement sa mémoire dès lors qu'elle découvrait leur manipulation, lui offrant un nouveau passé et la faisant redémarrer en bas de l'échelle. Elle avait découvert son lien avec Tecteun, seigneur président de Gallifrey, et parent adoptif, qui était à l'origine de chaque ordre d'effacement de mémoire. Et surtout, elle avait compris pourquoi le 13e docteur ne se souvenait pas d'elle, et réciproquement. La fugitive apprend au docteur qu'elles viennent d'un même flux temporel, mais que celui-ci a été brisé par les seigneurs du temps. Afin d'empêcher le passé et le futur de Gallifrey d'interagir et de se modifier, ils ont effectué une scission temporelle. Pour une raison qu'elle ignore. Normalement, la fugitive, Vinder et Gat n'auraient jamais dû pouvoir entrer en relation avec le docteur, et le brouillage de la scission n'aurait pas dû rendre possible la découverte du poteau rose. Elle décide de rejoindre Gallifrey Précision afin de comprendre l'ampleur des amnésies du docteur. Tecteun règne sur la planète avec l'aide de son allié principal et grand architecte, Rassilon, bras droit depuis la disparition dans un trou noir de l'ingénieur stellaire Omega. La division, officiellement chargée par le Haut Conseil de Missions Spéciales, sert également de milice secrète. Le docteur est prêt à affronter son passé, coûte que coûte. Le docteur découvre cette société gallifréenne qui, à sa propre époque, n'était vue que comme légendaire. Explorateur avant tout, Tecteun est loin de l'état d'esprit non interventionniste des seigneurs du temps tels qu'on les connaît. Ses ambitions colonisatrices et son envie viscérale de transmettre les valeurs gallifréennes au reste de l'univers ne sont pas sans rappeler l'attitude du docteur Livingstone, pense le docteur en se remémorant son séjour dans la vallée du Zambèze. Elle et Dan explorent le Capitole à la recherche d'informations sur les origines réelles du docteur. Tecteun l'a trouvé, l'a étudié. S'il a trouvé des informations capitales à son sujet, elles seront dans ces quartiers. Ruff affronte la division. Elle les menace de dévoiler au grand public leur manigance avec le haut du pouvoir. Vinder est chargé par ses supérieurs de la capturer afin qu'il lui efface à nouveau la mémoire. Mais Yaz tente de le raisonner. Veut-il vraiment leur obéir, tout en étant conscient qu'il en sait trop et que la division lui effacera la mémoire à son tour une fois sa mission accomplie? N'a-t-il pas envie de découvrir les raisons de la scission? Tecteun trouve le docteur dans son laboratoire, le nez dans ses recherches. Dan se cache et s'enfuit dans un couloir adjacent. Il entre dans un centre de contrôle guidé par une étrange impression.
C'est ici qu'il doit venir. C'est cet écran qu'il doit consulter. Ce sont ces coordonnées qu'il doit mémoriser. Le docteur ne comprend pas ce qu'elle a lu dans les rapports de Tecteun. Celui-ci confirme les conclusions du docteur. Elle est totalement gallifréenne. Il ne sait pas comment elle est passée par cette faille, ni quand, mais le docteur est véritablement né sur Gallifrey. Dan est pris d'un malaise. Tout devient flou autour de lui. Les alarmes anti-intrusion du Capitole se déclenchent à plein volume. Dan est à peine conscient, tandis qu'un TARDIS se matérialise à ses côtés. Les alarmes, le TARDIS, tout s'arrête. Un silence pesant plane alors que la porte du vaisseau coulisse, laissant apparaître un terrifiant sourire. Le maître sort de son TARDIS, réclamant avoir Tecteun. Celui-ci, bien à l'abri dans son laboratoire avec un docteur terrifié par cette soudaine apparition, envoie des gardes arrêter l'intrus. À peine ont-ils eu le temps de franchir la porte qu'ils sont accueillis par une salve de tirs en provenance de la porte béante du TARDIS. Tecteun découvre alors l'horreur des Cybermasters. Insatisfait d'avoir détruit Gallifrey uniquement dans le futur, le maître est décidé à éradiquer le mal à la racine en utilisant ce qu'il reste des Seigneurs du Temps. Le docteur doit l'empêcher de créer un tel paradoxe, mais ne comprend pas comment il a pu les suivre. Pourtant, c'est lui qui s'est immiscé dans ses pensées sur Xander 4, lui qui l'a remise sur la route de la fugitive, lui qui l'a guidée vers Liverpool, sur la route d'un humain qu'il avait auparavant soumis à sa volonté. Dan n'en était pas conscient, mais depuis des jours, ses faits et gestes servaient à guider le maître au-delà de la scission du flux. Yaz, Vinder et la fugitive faussent compagnie à la division, désarçonnée face à cette intrusion. Alors que la garde gallifréenne et la division repoussent vainement les Cybermasters qui envahissent le Capitole, tous trois rejoignent le docteur et Tecteun. Évacuation de justesse alors que le laboratoire de Tecteun explose sous l'assaut des Cybermasters, détruisant toutes ses recherches au passage. Tecteun évoque une des dernières idées communes d'Omega et Rassilon, une arme créant une rupture temporelle, isolant deux temporalités. Le docteur et la fugitive échangent un regard, la scission du flux. Tecteun souhaite déclencher l'arme pour empêcher le maître d'accéder au passé de Gallifrey. S'il espère qu'ainsi rien n'ait eu lieu, le docteur sait que c'est tout l'inverse qui va se produire. S'ils sont ici, c'est justement à cause de la scission créée par Tecteun. Il faut déclencher cette arme pour que l'histoire de Gallifrey se déroule comme prévu. Tecteun demande l'aide de Rassilon, seule personne capable d'activer l'arme. Ils élaborent un plan, attirer le maître et ses Cybermasters sur une place déserte du Capitole et, juste après avoir récupéré Dan, activer l'arme. Le plan se déroule sans accroc, jusqu'à la dernière étape. Quelques secondes avant l'explosion de l'arme, une petite fille arrive en courant. Elle joue avec d'autres enfants, rit à gorge déployée. Le docteur la reconnaît. L'enfant intemporel. Elle crie et court vers la fillette, mais il est trop tard. L'arme explose, fissurant durant quelques secondes le flux, précipitant le maître, les Cybermasters et la fillette dans le vortex temporel. Le docteur comprend. Le vortex va rejeter la fillette des centaines d'années auparavant, sa capacité à se régénérer exacerbée par le voyage. En activant l'arme et en brisant le flux, ils viennent eux-mêmes de créer les Seigneurs du Temps à partir d'un Seigneur du Temps. La fissure se referme. Alors qu'en ressortent les dernières lueurs, Rassilon y pousse Tecteun. En politique, il faut savoir effacer les traces pour imposer sa propre mythologie. Les agissements de la division sont rendus publics. Rassilon prend la décision de la dissoudre et de la faire sombrer dans l'oubli avec Tecteun. Avant qu'elle ne soit totalement démantelée, la fugitive obtient une promesse. Sa mémoire sera une nouvelle fois effacée, mais on lui laisse choisir sa nouvelle vie. Elle souhaite redevenir un nourrisson et redémarrer depuis le départ, loin de toutes ses manigances. Son TARDIS est stocké au fond d'un hangar. Ce n'est que bien plus tard que le docteur retombera dessus, comme attiré par son ancien vaisseau et s'enfuira avec. Si même avec la fugitive, c'était une cabine de police, c'est grâce à la mémoire transdimensionnelle du vaisseau. Sachant que cette forme aurait de l'importance dans le futur, le TARDIS avait choisi de lui-même cette apparence dans le passé. Le docteur, Yaz et Dan franchissent une dernière fois la scission du flux, avant que celle-ci ne se scelle tout à fait. Les revoici sur Gallifrey, bien plus tard. Le docteur sort dans la plaine désertique où trône une vieille grange. Elle s'en approche, un bébé emmailloté dans les bras. Elle le pose devant la porte de la grange. Elle sourit, s'éloigne. Le TARDIS se dématérialise, alors que le premier docteur s'agite dans son sommeil.